Le Pacifique, une immense étendue bleue qui s'étend à l'infini. C'est le royaume des requins, des calmars géants, et soyons honnêtes, probablement de quelques monstres marins. Éparpillés sur cet océan, de minuscules îles, imaginez des palmiers, des noix de coco, des hamacs qui se balancent dans la brise. Le paradis, non? Eh bien, pas tout à fait. Parce que malgré tout ce charme tropical, presque personne ne vit vraiment ici. Pourquoi? Découvrons-le. Et non, ce n'est pas pour la raison à laquelle vous pensez. Regardez le Pacifique. Près de 64 millions de miles carrés d'océan à perte de vue. Dispersés dans ce chaos aquatique, on trouve de minuscules îles et atolls. Elles sont toutes regroupées, sous un nom élégant, l'Océanie. Et au centre de tout cela, l'Australie. Elle possède presque toutes les terres, la majeure partie de l'argent, et pourtant à peine la moitié de la population. La Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les seuls véritables second rôles dans ce qui est essentiellement le show australien. Et même eux n'y font guère que des apparitions. Enlevez ces trois-là, et que reste-t-il? 3,6 millions de personnes dispersées dans la plus grande piscine du monde. Ce n'est pas une région, c'est une relation à distance. Une relation explosive. En 2022, le volcan sous-marin Hunga Tonga Hunga Ha'apai de Tonga a décidé de se déguiser en Krakatoa de 1883, offrant un véritable feu d'artifice sous-marin. Cela a coûté 90 millions de dollars, soit environ 19% du PIB des Tonga. Imagine que ta maison explose et que tu réalises que toutes tes économies étaient dedans. Et ce n'est pas qu'au Tonga. Toute la région se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. C'est un véritable chaos tectonique. Fidji, les îles Salomon, le Vanuatu, tous sont installés sur une croûte qui peut et qui fait des caprices. D'autres îles ne sont pas volcaniques, mais elles pourraient souhaiter l'être. Tu comprendras bientôt pourquoi. Ce sont tous des atolls coralliens, des îles faites de choses qui étaient autrefois vivantes, les cimetières les plus pittoresques de la planète. Le corail pousse, meurt, et laisse derrière lui des squelettes, qui finissent par s'accumuler pour former des îles dignes de cartes postales, magnifiques à regarder, terribles pour y vivre. Comme un appartement de luxe sans plomberie. De l'eau douce, c'est le niveau ultime. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que la trouver, c'est une chasse au trésor conçue par un sadique. Prenez Niue. C'est un atoll corallien surélevé où les gens devaient littéralement ramper dans des grottes juste pour trouver de l'eau potable. Les puits, inutiles. Niue reçoit un peu d'aide de la Nouvelle-Zélande, l'ami responsable, mais la plupart des îles, non, elles se débrouillent toutes seules. Mieux vaut espérer qu'il pleuve, sinon, eh bien, mourir. Et le meilleur dans tout ça, le corail est poreux. L'eau s'y infiltre comme les ragots de bureau lors d'une fête de Noël au travail. C'est impossible à arrêter. Cela forme une couche d'eau douce souterraine, fine, fragile, et a une seule vague imprévisible de se transformer en soupe d'eau de mer. Souvenez-vous-en pour plus tard. Ça va revenir, comme ton ex quand tu commences à aller bien. Alors, comment se développer quand tu peux à peine boire? Même les États-Unis font face aux pénuries d'eau, alors que des milliardaires y envoient de l'eau en bouteilles dans l'espace. Ici, entouré par l'océan, l'eau propre est plus rare qu'une victoire des Yankees au World Series. Oui, je l'ai dit, et ce n'est pas seulement une question de boire. Les cultures comme les noix de coco et le fruit à pain ont aussi besoin d'eau. Pas d'eau, pas de nourriture. Le dessalement pourrait t'aider, mais c'est comme dire qu'une Ferrari pourrait t'aider à aller au travail. Bien sûr si tu pouvais t'en payer une, mais la plupart des îles ne le peuvent pas. Alors les gens s'adaptent, ou partent. Parce que le paradis paraît beaucoup moins tropical quand ton robinet crache de l'eau salée. Il y a autre chose qui freine les îles du Pacifique. Le sol. La plupart des îles n'ont pas un sol dont on peut se vanter. Le corail n'est tout simplement pas fait pour l'agriculture, c'est le béton de la nature. Prends Niue par exemple. Elle a une fine couche de terre à peine assez profonde pour les mauvaises herbes. D'autres îles, elles ont brûlé le peu de sol fertile qu'elles avaient en essayant de relancer leur économie. Pendant des millions d'années, Nauru servait de toilette géante aux oiseaux. Et les oiseaux sont extrêmement généreux. Leurs déjections fossilisées en phosphate ont fait de Nauru une mine d'or pour les engrais. Les habitants ont creusé, et Nauru est soudainement devenu riche. Riche comme l'Arabie Saoudite des années 1960, mais avec des noix de coco. Mais ensuite, le phosphate s'est épuisé. L'argent a disparu, et la terre a pris des allures de friche toxique. Aujourd'hui, Nauru s'en sort en vendant des citoyennetés et en acceptant l'aide australienne pour nettoyer le désastre. Mais toutes les îles ne sont pas maudites. Fidji a eu de la chance. Les volcans lui ont donné une bonne terre et de l'eau douce, un code de triche tropical. C'est pourquoi on trouve de l'eau de Fidji en magasin, et que le pays exporte beaucoup de sucre et de poissons. Avec près d'1 million d'habitants,
C'est la plus grande économie d'Océanie, en dehors du trio Australie-Nouvelle-Zélande-Papouasie, Nouvelle-Guinée. Fidji est la seule île qui a compris comment lire le manuel, pendant que tout le monde appuie encore sur des boutons au hasard. Mais même Fidji se heurte à un mur. Le pays ne peut pas subvenir seul à ses besoins alimentaires. La plupart de sa nourriture, comme le blé et le riz, vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. L'Australie à elle seule couvre près de 40% du marché alimentaire du Fidji. Même son eau en bouteille vient de l'étranger. Alors qu'il est le 4e plus grand exportateur d'eau au monde, mais il importe quand même de l'eau en bouteille d'Italie, de Chine et des États-Unis. Expliquez-moi ça. C'est comme vendre des parapluies et se faire quand même mouiller. Les produits manufacturés, n'en parlons pas. Voitures, avions, électronique, carburant, presque tout est importé. Selon la Banque mondiale, environ 70% des biens et services totaux des Fidji proviennent de l'étranger. Les échanges commerciaux valent de plus que l'ensemble de son PIB. Les Fidji n'ont tout simplement pas les infrastructures pour produire grand-chose sur place. C'est comme tenir un stand de limonade où il faut importer les citrons, le sucre, les gobelets et même le stand. Ce qui sauve la situation ? Les ports. Il y en a beaucoup. Suva, Lautoka, Levuka, Vuda, Malao, Rotuma, Wairiki. Ils sont tous gérés par la Société des ports des Fidji. Ils empêchaient de toute l'île de sombrer dans un tsunami économique. Ce sont les artères de l'île qui font circuler la vie et les importations vers l'intérieur et l'extérieur. Les autres îles n'ont pas cette chance. Les îles Salomon ont 2 ports. Tuvalu en a un, et l'océan essaie de submerger celui-là. Nauru n'a même pas de véritable port, juste un quai à peine digne de ce nom où les gros navires déchargent sur de petites barges qui transportent les marchandises jusqu'à la côte. C'est lent, coûteux et totalement dépendant de la météo. Et tu pensais qu'Amazon Prime était lent. Mais Nauru essaie de régler ce problème. Ils construisent un véritable port à partir de zéro. C'est ambitieux pour une île corallienne sans havre naturel, avec peu d'argent et beaucoup trop d'océans. Chaque expédition parcourt des milliers de kilomètres, et le mauvais temps fait des retards de livraison une véritable habitude. Mais construire sur du corail, c'est comme faire de la chirurgie avec une masse. Il faut draguer le récif, couler des murs en béton et espérer que ça tienne. Pensez aux îles artificielles de la Chine, sans la géopolitique, mais avec une angoisse existentielle en plus. Le prix à payer, détruire l'île. Les fondations de Nauru ne sont pas en roche, mais d'organismes marins fossilisés. C'est une matière fragile qui s'érode plus vite que mes ambitions professionnelles. Et ce sable corallien qui aide à retenir l'eau douce. Il est léger, aéré et constamment frappé par les vagues. Donc, quand il ne se dissout pas, il se désintègre. Souvenez-vous de ça, ça va devenir important très bientôt. Donc Nauru essaye toujours de terminer son port. Avec l'aide de l'Australie, bien sûr. Le projet a commencé en 2019, vous savez, juste avant que le monde ne prenne feu. La pandémie a frappé, les travaux ont ralenti, et le tout nouveau port qui devait ouvrir en 2020 a été retardé, pour la modique somme supplémentaire de 15 millions de dollars australiens. Et la nouvelle date d'ouverture, personne ne la connaît. Bientôt, un jour. Pourquoi tu me demandes ça ? Même quand ce sera terminé, le monde sera déjà passé à autre chose. Un port des années 2020 face à l'océan de 2050. Mais ne pensez pas que ce genre de désordre n'arrive qu'aux petites îles. Parlons de l'île Wake. Vous avez probablement déjà entendu ce nom. Il s'avère que c'est un autre atoll corallien composé des îles Wake, Peel et Wilkes. Administrée par les États-Unis, revendiquée par les îles Marshall, elle fut disputée par le Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, la valeur stratégique se mesure à un coup de soleil et à un manque d'eau douce. Ravitailler Wake n'est pas facile. Pas à cause de la distance. Enfin, ça aussi. Mais surtout parce qu'elle ne peut pas accueillir un port naturel. Le récif est trop peu profond. Les navires ne peuvent pas accoster sans laisser une partie de leur coque en souvenir. Donc, tout comme Nauru, tout doit passer par des navires mouillants au large, puis être acheminé à terre par barge. Pensez-y comme à une livraison d'ordache aquatique. C'est lent, instable et totalement dépendant de la météo. Il y a une piste de 9800 pieds offerte par l'armée américaine. C'est parfait si vous êtes un avion de secours, mais terrible si vous êtes une caisse de haricots en conserve. Transporter du fret par avion sur une telle distance coûte plus cher que la valeur de la cargaison, même pour les États-Unis. Donc Washington n'est pas vraiment pressé de construire un port là-bas. Ça ne vaut pas des milliards. Nauru n'a pas ce luxe. Elle doit se débrouiller avec ce qu'elle a, même avec les colères de l'océan et tout le reste. Et les vagues ? Elles ne sont pas douces. Tout ce qui est construit sur du corail a la même durabilité qu'un château de sable à marée haute, une forte houle, et votre investissement part à la dérive vers la Tasmanie.
ce qui pose problème, car le nord-ouest du Pacifique produit environ 26 cyclones tropicaux chaque année, 26. C'est comme si la nature organisait un rodéo de démolition ouvert à tous. En Floride, les propriétaires paient entre 4 000 et 6 000 $ par an, rien qu'en assurance contre les ouragans. Et ça, c'est la Floride, un endroit avec des infrastructures, de l'argent et Disney. Mais pour être juste, le fameux Florida Man rend les statistiques intéressantes. Mais ces primes sont plus élevées que le PIB par habitant des îles Salomon, de Kiribati et du Vanuatu. Les îles Marshall dépassent à peine ce seuil. Donc oui, en Océanie, les ouragans ne sont pas qu'une affaire de météo. Ce sont des abonnements qui détruisent l'économie, et dont on ne peut jamais se désabonner. Ah, et si vous aimez ces explorations cartographiques, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai tracé assez de courants marins pour être considéré comme un débris maritime. Ajoutez à cela les coûts de transport élevés, surtout lorsqu'il n'y a pas de port adéquat. Vous pouvez comprendre pourquoi il est difficile de reconstruire ici après des catastrophes, et pourquoi les investissements sont minimes. De toute façon, vous vous souvenez que l'approvisionnement en eau dépend de ce qu'il y a dans le sol. En théorie, 1 ou 2 tempêtes tropicales devraient arranger les choses. Une petite désalinisation gratuite venue du ciel. Mais non. Les mêmes tempêtes qui remplissent la nappe phréatique la transforment aussi en un cocktail d'eau salée. Et puis il y a cette brillante idée de construire des infrastructures sur des récifs coralliens. Ports, quais, stations balnéaires, tout cela est très impressionnant, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils détruisent les mangroves. Ces mêmes mangroves qui agissent comme une assurance naturelle contre les inondations. Les récifs coralliens aussi sont censés servir de barrière, littéralement, d'énormes ralentisseurs océaniques qui peuvent réduire la hauteur des vagues de près de 90%. Maintenant, imaginez être une île comme Nauru, en train de raser le récif pour construire un meilleur port. Bien sûr, les navires peuvent accoster. Puis, la tempête suivante transforme toute la flotte en logement de luxe pour poissons clowns. Les gens aiment parler de changement climatique à chaque fois qu'un ouragan apparaît. C'est pratiquement pavlovien à ce stade. Dites tempête, et regardez les arguments défiler. Mais les scientifiques ne pensent pas que le réchauffement climatique crée plus d'ouragans. Les océans sont simplement plus chauds, ce qui signifie que ceux qui se forment frappent plus fort et durent plus longtemps. Même quantité, juste plus violent. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin d'un ouragan pour voir ce qui ne va pas là-bas. Le danger ne vient pas des catastrophes naturelles, il vient de l'usure lente et quotidienne. Le genre qui détruit d'abord les moyens de subsistance, puis les côtes, et enfin l'espoir. Les gens inventent toujours de nouvelles façons de compliquer la vie, surtout quand ce sont les autres qui en souffrent. Il n'y a que 3 certitudes dans la vie. La mort, les impôts et les rats, qui suivent les humains partout où ils vont. Et cela veut dire les chats, les prédateurs naturels des nuisibles. Sur les navires, ils étaient les membres d'équipage les plus populaires, surtout parce que les marins n'avaient pas Netflix. Les chats de navire maintenaient le moral et faisaient encore baisser le nombre de rats. Des assassins, certes, mais mignons. Mais en Océanie, l'histoire devient sauvage. Les chats d'Australie sont moins des mascottes de navires que des terminators poilus. Ils tuent plus de 3 millions de mammifères par jour, ainsi que des millions d'oiseaux, de reptiles et d'invertébrés. Même les grenouilles ne sont pas en sécurité. Ils n'éliminent pas des nuisibles, mais les espèces locales, véritablement propres à cet endroit. C'est comme lâcher des lions dans une ferme pédagogique et s'étonner ensuite que la fréquentation baisse. Et si l'écosystème de l'Australie a été détruit, imagine ce qui se passe sur les petites îles. De minuscules parcelles de terre, hyper fragiles et à peine plus résistantes à une catastrophe écologique qu'un parapluie en papier dans un cyclone. Prenons les Fidji. Le gouvernement considère les chats sauvages comme la menace numéro 1 pour la faune du pays. C'est pourquoi toute personne qui en amène un doit avoir un permis et une puce électronique pour que les autorités puissent le suivre. Mais il est déjà trop tard. Les Occidentaux ont amené des chats il y a des générations. Ils sont bien implantés. Ils sont partout. Et maintenant, leurs yeux dorés sont fixés sur Yadwataba, l'île qui abrite l'iguane huppée fidjienne. Cette île est encore sans chats, pour l'instant. Mais la colonie de chats la plus proche n'est qu'à 120 mètres. Une courte nage pour les chats. Un grand pas vers l'extinction. Il s'avère que lorsque les prédateurs se reproduisent de plus vite que leur proie, cela ne finit jamais bien. Les rats sont arrivés aux Fidji il y a environ 3500 ans, avec les premiers colons. Ensuite, ils ont immédiatement commencé à terroriser les grenouilles et les oiseaux indigènes, comme s'ils étaient chez eux. Les îles Marshall, même histoire, nouvelles espèces. Les rats noirs envahissants ont ravagé l'atoll de Baikar et l'îlot de Jimo.
C'était un véritable buffet d'oiseaux de mer, ces mêmes oiseaux dont les fientes fertilisaient autrefois tout l'écosystème. Les rats ont disparu maintenant, mais les dégâts demeurent. Les oiseaux étaient les jardiniers, et sans eux, le système s'effondre. Donc oui, l'humanité exporte le chaos depuis des millénaires, parfois sous la forme de guerre, et parfois sous la forme de tueurs en série adorables et poilus. Mais les rats mangent n'importe quoi. Graines, jeunes pousses, nuggets de poulet de McDonald's, rien n'est à l'abri. Ils rendent même la repousse des forêts plus difficile. Ils ont été éradiqués dans certaines parties des Tonga, comme l'île Leyde à Vavahu. Une petite victoire dans une longue guerre déprimante. Alors peut-être que les Tonga et les îles Marshall brisent enfin cette troisième loi de l'existence humaine. La mort, les impôts et les rats. Mais les dégâts, déjà faits. L'écosystème ne se rétablit pas vraiment. Il se rétablit lentement, tant bien que mal. Et certaines îles n'ont pas cette chance. Parce que les rats n'étaient pas le boss final. Un autre envahisseur est arrivé. Plus petit, plus méchant, et d'une certaine façon encore pire. À partir du milieu du XXe siècle, l'Océanie a eu un nouveau colon. Il a créé des réfugiés partout où il est allé. Insectes, geckos, oiseaux, disparus. Exterminés par quelque chose qui ressemble à une blague, mais qui agit comme un film d'horreur. Les fourmis folles jaunes. Chacune crache de l'acide formique comme un dragon cracheur de feu miniature. Une seule fourmi. Pas de problème. Mais il y en a des milliards et des milliards maintenant. Et elles sont toutes en colère et elles crachent toutes. Introduites accidentellement d'Asie, elles ont déclenché une véritable apocalypse zombie à travers l'Océanie. Elles dévorent tout ce qu'elles touchent et se multiplient comme de mauvaises idées. Sur l'atoll Johnston seulement, une seule colonie a envahi un quart de l'île. 1000 rennes dans une parcelle de 6 mètres de large. Même l'US Air Force n'aurait pas pu en bombarder autant, bien que je sois sûr que quelqu'un l'ait suggéré. Elles ont coûté à l'Australie plus de 3 milliards de dollars en 2012. Et cela, c'est avant même de compter les dégâts sur la biodiversité. L'Australie peut encaisser le coup. Les îles Salomon ? Pas vraiment. Alors maintenant, les fourmis folles jaunes figurent fièrement sur la liste des 100 pires espèces invasives du monde, un panthéon dont personne ne voulait faire partie. Leurs invasions ont transformé des îles comme Palmyra, à 1000 miles au sud d'Honolulu, en laboratoire mis en quarantaine. Acheté en 2000 par The Nature Conservancy pour 30 millions de dollars, c'est aujourd'hui à moitié une piste d'atterrissage, à moitié une expérience, où les visiteurs désinfectent leur équipement avant d'atterrir. L'île s'est même débarrassée de ses rats, les premiers profiteurs. L'atoll de Midway a connu un sort similaire. Autrefois un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui un refuge pour la faune, paisible, magnifique et légèrement hanté. Ensuite, il y a l'atoll de Curray, le bout du monde. Littéralement, après Curray, il n'y a plus que l'océan jusqu'au Japon. Personne n'y a vraiment jamais vécu, sauf les malchanceux. Des marins naufragés qui ont appris à leurs dépens que le GPS a été inventé trop tard. Des navires s'y sont encore échoués aussi récemment, qu'en 1998 l'humanité, invaincue dans la catégorie « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Washington a finalement abandonné et en a fait une réserve naturelle. Aujourd'hui, seuls les biologistes y vont, nettoyant les filets fantômes comme des concierges sous-marins pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et il n'y a pas que l'Amérique qui rejoint le club Sauver la Nature, perdre de l'argent. Les Fidji ont leurs îles Yadawa. Kiribati, eux, ils ont vu grand. La zone protégée des îles Phoenix, 157 000 miles carrés. Cela représente 11% de leur zone économique maritime. Imaginez renoncer à 1/10 de votre salaire pour la planète. Ça, c'est de l'engagement, ou du désespoir. Parfois, c'est difficile à dire. Ensuite, il y a eu les imitateurs. Tout le monde voulait son propre sanctuaire marin. C'est comme une mode lancée par les influenceurs de la région. #béni, #océanisé. Et bien sûr, les Français devaient se démarquer. En juin 2025, la Polynésie française a frappé un grand coup. Une zone marine tellement immense que les cartes en ont des sueurs froides. 420 000 miles carrés. Le plus grand refuge marin du monde, Sacre Bleu. Excellente nouvelle pour les poissons. Beaucoup moins pour les humains. Chaque nouveau sanctuaire ajoute un lieu interdit aux humains. Après 2 siècles de dégâts, on pose maintenant des panneaux « Interdiction d'entrée ». Le Pacifique est en train de devenir une immense lettre d'excuses. Mais ce n'est toujours pas la plus grande menace pour la région. Loin de là. Prêt pour le vrai problème ? C'est la vue, l'océan, tout ce qui essaie peu à peu de les rayer de la carte. Le niveau de la mer monte, assez vite pour que ça compte,
mais assez lentement pour que les gens fassent semblant de ne pas le voir. Allons à Tuvalu. Rencontrons Takaye Kitara. C'est un gars du coin avec une histoire qui semble poétique jusqu'à ce qu'on réalise que c'est un avertissement. National Geographic a rapporté qu'à sa naissance, ses parents ont enterré une partie de son cordon ombilical sous un cocotier. Un repère familial, un lien sacré, une surprise indésirable pour les chasseurs de trésors. Quand il était enfant, l'océan se trouvait à 10 mètres. Maintenant, il se rapproche, centimètre par centimètre. Il dit que c'est comme si la mer avait faim. Et vous savez quoi ? C'est le cas. Tuvalu se trouve à seulement 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il suffirait d'une grosse vague pour que tout disparaisse. Le gouvernement en est déjà conscient. Ils ont en gros envoyé un avis d'évacuation préventif. Construire des digues, comme le projet MOSE de Venise à 7,5 milliards de dollars, c'est impossible. Le PIB total de Tuvalu en 2023 était de 63 millions de dollars. C'est le genre de calcul où tu n'ouvres même pas l'application de calculatrice. Tu rigoles et tu passes à autre chose. MOSE coûte encore 11,5 millions de dollars par an, rien que pour fonctionner. Tuvalu ne pourrait même pas payer la facture d'électricité, encore moins construire le mur. Et non, héberger le domaine de ton streamer Twitch préféré ne sauve pas l'économie. TV n'est pas de l'argent magique. Alors, Tuvalu a conclu un accord avec l'Australie. 280 personnes par an peuvent s'installer définitivement là-bas. Plus de 8700 personnes ont déjà fait une demande. Cela représente 80% de toute la population. Les autres espèrent encore que l'océan prenne un jour de congé. Dans quelques décennies, Tuvalu aura disparu. Un pays sous l'eau, son peuple vivant en exil en Australie. Apatrides, sans abri. Mais bon, au moins Internet pensera toujours qu'il existe. Le domaine.tv continue d'exister. Mais Tuvalu a en fait de la chance. L'Australie a été généreuse. D'autres ne l'ont pas été. Le Pacifique n'est pas peu peuplé à cause de la montée des eaux, ou de fourmis mutantes. Il est vide parce que des gens ont été emmenés, tués, effacés. Des cultures entières ont été effacées avant même que l'eau n'ait eu une chance. Mais la principale raison pour laquelle le Pacifique est vide, ce n'est pas la nature, c'est l'histoire. Quand James Cook est arrivé, quelque chose de terrible s'est invité. Quelque chose d'invisible et d'inarrêtable. Les Européens ont apporté la dysenterie, la rougeole et la variole. Tous les fléaux, mais aucun vaccin. Le paradis s'est transformé en zone de quarantaine. Les îles du Pacifique. Elles ont été frappées par des épidémies au XVIIIe et XIXe siècle, comme les Amériques après Christophe Colomb, mais avec un plus beau décor. Et bien sûr, ce genre de catastrophe, on peut presque le pardonner. La médecine était pratiquement médiévale à l'époque. Census, mercure, espoir. Mais la vague suivante était bien moins pardonnable. Pendant que James Cook dessinait des îles, ailleurs dans le monde, un autre groupe de navires se retrouvait sous le feu des critiques. Les abolitionnistes étaient enfin en train de mettre le feu à la traite transatlantique des esclaves. Vers la fin du 19e siècle, c'était terminé. Le Brésil a aboli l'esclavage. En 1888, l'humanité s'est félicitée. On l'a fait. L'esclavage, c'est fini. Oui, enfin, à propos de ça. Pendant que l'Occident se donnait bonne conscience, une toute nouvelle forme d'esclavage prospérait tranquillement de l'autre côté de la planète. Vous n'avez probablement jamais entendu le mot blackbirding. C'était de la traite d'êtres humains, version insulaire. Tout a commencé en 1863, avec un certain Robert Towns, un homme dont la page Wikipédia devrait probablement être accompagnée d'un avertissement. Il a emmené 67 insulaires au Queensland pour travailler dans les plantations de sucre et de coton. L'Empire britannique avait interdit l'esclavage 30 ans plus tôt, mais interdire, c'est facile quand le policier le plus proche est à 16 000 km et voyage en voilier. De 1863 à 1904 environ, 60 000 insulaires du Pacifique ont été trafiqués, volés, trompés ou se sont vus promettre des perspectives d'avenir, ce qui, à l'époque victorienne, signifiait en réalité enlever. Ils coupaient à la canne, sous le soleil australien, posaient des voies ferrées et construisaient une richesse qu'ils ne verraient jamais. De la sueur, mais aucun bénéfice. Cela s'est terminé en 1906, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas la morale qui y a mis fin, c'est le racisme. L'Australie a instauré la politique de l'Australie blanche. Un panneau réservé aux blancs, à l'échelle d'un continent. La solution ? Expulser presque tout le monde. Seuls 2500 ont été autorisés à rester. Les autres ont été renvoyés vers des îles qu'ils n'avaient pas vues depuis des décennies, comme des retours Amazon non désirés. La Grande-Bretagne ne valait guère mieux. Et puis est arrivé le Japon, le petit nouveau dans le cercle impérial. Moderne, militarisé et déterminé à prouver qu'il pouvait être aussi impitoyable que les anciens. Le message mondial était clair. La cruauté ne disparaissait pas.
Elle montait en puissance. Au début, il semblait que tout n'allait pas forcément mal tourner. Le Japon a pris les anciennes îles du Pacifique de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et a même amélioré la situation. Des médecins, des vaccins, de la vraie médecine. Les habitants ont cessé de mourir des maladies européennes pendant 5 minutes. Du progrès. Mais ensuite, il y a eu les clauses en petit caractère. Les habitants ne pouvaient pas travailler dans l'industrie, le transport maritime ni la pêche. Le Japon contrôlait même leurs poissons, comme s'ils étaient privés de leur propre frigo. Un geste qui semble étrangement familier. Il suffit de remplacer le Japon par la Chine et les Philippines, et vous avez un remake. Sauf que cette version-là a fait moins de gros titres, et n'offrait aucune option pour y poster. Puis les années 1940 sont arrivées, et tout s'est de nouveau effondré. Guerre, occupation, horreur. Le Japon a envahi Nauru et massacré 39 patients atteints de la lèpre. Leurs crimes de guerre n'avaient apparemment ni âge minimum ni norme morale. Ils ont déporté les 2/3 de la population, 1200 personnes envoyées à Truk. Aujourd'hui, la Micronésie. Nouveau lieu, même misère. Camp de travail, famine, maladie. Environ 500 ne sont jamais rentrés chez eux. Blackbirding version 2.0, cette fois en uniforme. Le Japon a gardé Nauru jusqu'à la toute fin. Ils ne se sont rendus que lorsque Hirohito a compris que, oui, les bombes nucléaires, c'est mauvais pour les affaires. Mais la paix n'a rien arrangé. Le jeu a juste changé de joueur. Même plateau, nouveau drapeau. Les grandes puissances continuaient à se renvoyer le Pacifique comme une balle que personne ne voulait attraper. Les États-Unis sont intervenus ensuite, annexant Hawaï par des accords en coulisses. Mais ce n'était que l'échauffement. Le vrai spectacle. Les îles Marshall. Un endroit tellement isolé que c'est pratiquement la flèche « vous êtes ici » de l'univers. 29 atolls coralliens au nord de la Nouvelle-Zélande. Les gens n'y sont arrivés qu'à l'âge du bronze. Les Austronésiens ont apporté des noix de coco, du taro et des poulets, le tout en guise de bagages à main avant l'heure. Assez pour survivre, mais pas assez pour bâtir des empires. Alors, bien sûr, les empires sont venus à eux. L'Allemagne a revendiqué les Marshall. Le Japon les a pris. L'Amérique les a pris au Japon. Et puis, comme si ce n'était pas assez dramatique, l'Amérique les a bombardés avec des armes nucléaires. 67 essais nucléaires, entre 1946 et 1958-23, rien qu'à l'atoll de Bikini Bikini a eu le bouquet final. La plus grosse bombe jamais construite par les États-Unis. Le paradis est devenu poussière. Et l'ironie, c'est que le nom est resté. Bikini est devenu un maillot de bain. Un coup de marketing tellement étrange. C'est comme baptiser de la lingerie du nom de Tchernobyl. Le 1er mars 1954, la crevette a explosé. Le nom le plus mignon jamais donné à une crise de 15 mégatonnes, 1000 fois plus puissante que les bombes larguées sur le Japon. L'explosion a réduit le corail en poussière, qui est retombé comme de la neige. C'est joli, jusqu'à ce qu'on se rappelle que c'est du poison. Les habitants. Personne ne leur a demandé s'ils voulaient être aux premières loges pour la fin du paradis. À la fin des années 60, l'île était sûre. En 1978, c'était une autre histoire. L'eau était chargée de strontium, et on retrouvait du plutonium dans les déchets corporels des habitants. Oncle Sam a promis 561 millions de dollars en dédommagement. Le chèque est toujours en route. Et si cela n'est pas assez déprimant, l'Amérique a fait exploser une bombe nucléaire sur sa propre île, Johnston Atoll. Annexée en 1934, elle était tropicale et isolée. Donc, naturellement, l'endroit parfait pour tout faire exploser. 16 bombes nucléaires entre 1958 et 1963. Parce que pourquoi s'arrêter à une seule mauvaise idée? Ensuite, le Congrès s'est montré créatif. Essayons aussi nos armes chimiques. Même île, super plan, 400 000 obus chargés de produits chimiques, 2000 tonnes d'agents neurotoxiques. Toute l'île a été rasée. La seule chose vivante là-bas maintenant? Des fourmis, les fourmis folles jaunes. Coïncidence? Jusqu'ici, on a vu des îles maudites, des expériences scientifiques ratées, et de grandes puissances utilisant le Pacifique comme un bac à sable rempli de grenades à main. On pourrait croire que les gens éviteraient ces endroits. Mais toutes les îles n'ont pas eu droit au montage façon film d'horreur. Hawaï, celle-là a eu droit au montage des meilleurs moments. Le club de l'annexion ne voulait pas seulement du sucre. Il voulait de l'immobilier avec du caractère. Des cartes postales qui se vendent toutes seules. Des plages, des volcans. 4 d'entre eux sont actifs. Mauna Loa, Kilauea, Walalai et Loihi. Celui-là est sous-marin. C'est en gros un sous-marin de lave. Effrayant. Eh, pas vraiment. Les habitants savaient mieux. La lave, c'était la vie. Sol fertile, engrais gratuit venu des entrailles de l'enfer. C'était parfait pour le taro, les patates douces, et bien sûr, les ananas, le fruit préféré du capitalisme.
Ajoutez du poisson, du poulet, des cochons, et c'est un menu paradisiaque instantané. Ces volcans ne faisaient pas que répandre des nutriments partout. Ils ont sculpté les îles, les ont rendues plus hautes, plus solides, plus impressionnantes, comme si Hawaï était arrivé dans le Pacifique et avait demandé le forfait premium. Qui dit altitude dit eau. Des rivières, des lacs, des cascades qui semblent retouchées. Prenez Wailuku sur la grande île. Pearl Harbor a toute la renommée, mais Hawaï regorge de ports. 10 d'entre eux. Le nerf de l'économie de l'État. Tout arrive par bateau. Nourriture, carburant, tout. La vie au paradis n'est pas donnée. Mais ici, les gens s'en sortent bien. Il s'avère que la vie insulaire est différente quand on fait partie du système fiscal américain. Hawaï a toujours été peuplé, cependant. Bien avant que James Cook n'arrive avec ses maladies et sa curiosité, environ 300 000 personnes vivaient ici. Peut-être même jusqu'à 1 500 000. La véritable catastrophe, ce n'était pas l'isolement. C'était le contact avec l'Occident. Les épidémies ont frappé comme une invasion invisible. Et Hawaï n'était pas seul. Tahiti, même histoire. Avant l'arrivée des Européens dans les années 1760, l'endroit comptait entre 110 000 et 180 000 habitants. Pourquoi ? Parce que ce n'étaient pas seulement de jolies îles, elles ont été façonnées par des volcans boucliers. Vues d'en haut, elles ressemblent à d'immenses boucliers spartiates comme dans 300. Voici Tahiti, mais vous savez, avec des palmiers. Le volcan est mort, mais il a laissé derrière lui tout ce qu'une civilisation pouvait souhaiter. Un sol fertile qui retient l'eau, de hautes falaises, de profondes vallées, des plages de sable noir qui semblent tout droit sorties d'un spa de luxe, et des rivières, de longues rivières. Papeete traverse l'île sur 32 km. Le mont Oroena, le point culminant de Tahiti, s'élève à plus de 2200 mètres. Assez haut pour qu'il y ait de la neige sous les tropiques. La neige fond. Le ruissellement alimente 35 affluents, ainsi que toutes ces cascades que vous voyez dans les publicités de voyage, où les influenceurs font semblant de les découvrir par hasard. Et ce n'est pas la seule. Raiatea possède la rivière Wharoa. Les bateaux peuvent réellement y remonter. Une croisière fluviale tropicale, sans alligators. Avec autant d'eau douce, Tahiti pourrait cultiver presque n'importe quoi. Bananes, fruits rouges, agrumes, nono, tout un rayon de fruits et légumes alimentés par la géologie. Et le volcan ne s'est pas arrêté là. Il a créé des ports, de vrais ports, profonds, sûrs, dignes d'une carte postale. Papeete est devenu le principal. Bora Bora est devenu le plus chic, et les paquebots de croisière l'adorent. Et oui, ils sont même plus grands que les cargos. Donc Tahiti, elle a tout ce qu'il faut. Sol, eau, port, touristes, commerce, un paradis avec des infrastructures. Donc Hawaï et Tahiti ont eu de la chance. Elles prospèrent grâce au sol sous leurs pieds. Une véritable armure scénaristique. La distance avec le continent ? Sans importance. Les volcans ont fait tout le travail. Ils ont rendu la terre assez haute, pour se moquer de la montée du niveau de la mer, poliment bien sûr. Pendant ce temps, les petits états atolls, Tuvalu, Kiribati, Tokelau, n'ont rien d'autre que du sel, du soleil et un calendrier de livraison. Tous les besoins essentiels arrivent par bateau. L'eau, la nourriture, l'espoir. Pour les humains, vivre sur une île qui ne s'appelle pas Hawaï ou Tahiti est une impasse tropicale. Si vous construisez trop, vous détruisez l'écosystème fragile qui vous maintient en vie. Si vous construisez trop peu, vous restez coincé. Un point, une poussière, une carte postale que plus personne n'envoie. C'est un exercice d'équilibre. La vie sur un fil tendu au-dessus de l'eau salée. Le Pacifique n'est pas vide. Il est exclusif, comme une boîte de nuit qui n'accepte que les îles assez hautes. L'océan, le sol, l'écosystème et les empires, ce sont les videurs. Ce sont eux qui décident qui peut rester. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait une vraie différence. Merci encore, et on se retrouve la prochaine fois sur MatPack.